Dis-moi que tu n'as pas de maman et je te demanderai si tu es tombé du ciel. Le processus par lequel nous tous nous venons au monde est parfois parsemé d'embûches et pas toujours véritablement vécu de manière positive par les mamans et les futures mamans. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire tout aussi particulière de par son contenu, ses challenges, mais aussi, surtout, les solutions, les portes de sortie qu'on vous proposera. Bienvenue à cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire, pour découvrir ensemble l'histoire d'une jeune maman que j'affectionne particulièrement, au large sourire qui porte et distille tellement de joie. J'ai nommé Kevin Wafo, à qui on dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment contente d'être là. Tu es très très jolie. Merci. Oh, et le sourire, je vous l'avais dit. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu as accepté de partager avec nous ton expérience de maman. Oui. C'est vrai que ça, au début, je me disais que ça allait juste comme ça, mais bon, après beaucoup de discussions, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Donc, on en parle. On en parle et on va le faire comme ça vient. Oui, vraiment. Alors, je dois préciser qu'on ne va pas parler de Kevin une fois maman, mais on va parler de Kevin dans le processus. La maternité, disons les 9 mois de grossesse, comment est-ce qu'ils se sont déroulés? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être demander qui est Kevin, parce qu'aujourd'hui on te voit toute belle, avec ce sourire. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Kevin, c'est désormais une maman, c'est vrai. Je suis maman, j'ai 25 ans. Wow. 25 ans. Je suis créatrice de contenu, community manager sur les réseaux sociaux. Et aussi, je suis promotrice d'un magazine qui est dédié à la famille, qui s'appelle Famille 2.0. Donc, c'est un magazine qui aide les parents, qui donne surtout les réponses aux parents, les astuces aux parents pour pouvoir gérer leur quotidien. Et c'est aussi un groupe Parents 2.0, c'est un magazine trimestriel, c'est un compte Facebook et c'est beaucoup d'actions. Mais toutes les actions vont dans le même objectif qui est celui de pouvoir donner aux parents des astuces, des solutions, des outils pratiques pour pouvoir vivre au mieux leur parentalité. Comme quoi, on va à l'école de famille 2.0 pour vivre une parentalité positive. Oui, pas positive forcément, parce que je vais être sincère, beaucoup parlent de parentalité positive. Moi, je ne suis pas dans le concept de parentalité, moi, je parle de vivre sa parentalité tout simplement. Parce que j'estime que, on ne la vit pas tous de la même manière. Ici, c'est te donner les outils pour que, peu importe la situation où tu es, tu puisses avoir quelque chose qui puisse t'aider. Les questions que tu te poses, tu puisses avoir des réponses professionnelles, tu puisses avoir les réponses d'autres mamans. C'est pas forcément parentalité positive, mais c'est parentalité tout court en fait. D'accord. Et j'ai comme envie de savoir comment est-ce que ça se fait qu'on crée un magazine de parents et qu'on ne soit pas encore maman, parce qu'il faut dire que ce magazine existe quand même depuis bien avant que tu n'aies cet honneur de vivre la maternité. Ah, c'est vrai qu'au début, c'était ça. Et quand je disais famille 2.0, on dit que toi, tu es un parent. Non, tu n'es pas encore parent. Toi, tu es parent. Mais en réalité, quand j'ai lancé le magazine, je crois que ça a été un processus d'apprentissage. Parce que il y a des choses que j'ai apprises qui ont fait que quand j'ai eu l'enfant, moi-même quand j'ai eu cet enfant-là, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas paniqué. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à l'enfant que je trouvais normales. Et je suis sûre que si je n'étais pas passée par ce processus, j'aurais tellement paniqué. C'est que peut-être tous les jours, je suis même à l'hôpital. Ah, ça? Mais il y a tellement de choses. Quand ça arrive à l'enfant, je dis, ah, on avait traité ce sujet. Le médecin avait dit que donc, moi, je ne panique pas forcément face à ces situations-là. Donc, je crois que ça a été une sorte d'apprentissage pour moi, une sorte de préparation pour moi. Alors, moi, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Là, on est dans la préparation. À quel moment de cette préparation, justement, Kevin découvre qu'elle est enceinte? Donc, est-ce que c'était prévu d'abord? En fait, non. Non.
j'avais prévu dans mon planning de vie idéal, je serais maman pour la première fois à 28 ans. Hein. Donc, dans mon parcours, ce serait 27, 28 ans. Parce que j'estimais que il y avait un ensemble de choses que je devais apprendre sur moi. Parce que, même dans tout ce processus, parce que beaucoup voient toujours Kevin qui est très joyeuse, Kevin qui est très contente et tout. C'est pas faux. C'est parce que, généralement, j'essaie de ne pas me laisser absorber par tout ce qui est négatif et tout. Mais j'étais dans un processus de construction. Parce que quand j'ai quitté, j'étais chez mon oncle, je vivais chez mon oncle que j'aime beaucoup et tout, qui avait une façon de fonctionner. Et moi, j'avais besoin de connaître qui je suis. Je voulais savoir qui est-ce que Kevin est. Qu'est-ce qu'elle peut explorer? Où est-ce qu'elle peut arriver, en fait? Où est-ce qu'elle peut, dans quelle limite elle peut arriver? Quelles sont les choses qu'elle peut faire? Donc, quand je déménage chez mon oncle, je commence à vivre à peu près, je vivais avec ma mère. Mais là, c'était une autre façon. Je veux dire, c'était moi. Je pouvais tout faire. Je sentais que c'était la période où je devais pouvoir apprendre des choses sur moi. Je devais mener des activités. Donc, faire des choses que j'avais jamais faites, en fait. Pour savoir qui est Kevin, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle peut supporter et tout. Donc, à cette période-là, j'ai un contrat qui était super instructif. C'était un contrat qui me permettait de découvrir un ensemble de choses. C'était vraiment le contrat et tout. Et en même temps, je faisais des cours de danse. Donc, c'était en même temps la période où tu découvres tout. Tu te dis que non. Non, c'est la période où tu dis que vraiment, ici, là, je me donne 2 ans pour savoir qui je suis. Parce que j'étais consciente que si je ne sais pas réellement qui je suis, j'aurais du mal à pouvoir embrasser l'avenir sereinement. J'aurais du mal à prendre des décisions, j'aurais du mal à faire des choses qui, moi, me conviennent. Donc, c'est dans ce processus-là dont je venais de m'inscrire au cours de danse, j'étais dans un contrat, j'étais ça. J'apprends que je suis enceinte. Donc, je me rends compte que je suis enceinte. Je dis, mince, aïe. J'étais là, je regardais, je me dis, mince, c'est vrai. Mais je croyais que je rêvais, donc j'allais me réveiller. Il n'y a pas eu cette étincelle-là dans le ventre qui jaillit. C'était quoi la première émotion? La première émotion, c'était que je rêve, en fait. Non, la première émotion, c'était que je rêve, que peut-être là-bas, là, n'affiche pas bien. Peut-être c'est un faux tête. Il faut d'abord bien regarder et après... Donc, j'étais plus dans... On va voir. Donc, vraiment, je crois que je ne me suis pas encore réveillée. Donc, ce qui fait que les 3 premiers mois, j'avais l'impression de vivre un rêve, en fait. J'avais l'impression que je devais me réveiller. Et je faisais ce rêve-là chaque jour, que je me réveillais et que c'était un rêve que j'avais fait, en fait. Donc, pour moi, j'avais l'impression de vivre, mais d'être en train de rêver. Que non, je me rêve. Après, je me dis que non, mais c'est vrai. Non, vrai, je regarde vraiment le test. Parce que moi, je ne l'ai même pas fait. Je suis quand même allée à l'hôpital jusqu'à ce que j'arrive au 3e mois. Donc, c'est jusqu'à ce que j'arrive au 3e mois que je suis allée pour faire la première visite. Parce que dans ma tête, c'était que je suis en train de rêver. Je vais me réveiller, ça aura changé, il y aura quelque chose qui sera passé. Bref, un truc devait se passer, mais je devais finir par ne plus être enceinte. C'était ça le tout, c'est qu'à un moment, je vais me réveiller, ne plus être enceinte. Mais jusqu'où tu es allée dans ton déni? Bon, jusqu'à aller dans mon déni, c'était que en fait, quand je dis j'espérais que je puisse ne plus être enceinte. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé avortement, machin, mais je me disais que il peut arriver peut-être que, on dit souvent que peut-être que l'enfant ne naît pas. Il y a les trucs, les 3 premiers mois, c'est souvent la période où il y a le plus de fausses couches. Il y a beaucoup. Donc, il m'arrivait de rester, de me dire que peut-être que je peux me faire une fausse couche comme ça et ne pas être enceinte. Bref, tout ce que je veux vraiment ne pas être enceinte. Que le cerveau se mettait à imaginer tout. Et tout. Donc, les 3 premiers mois étaient les mois où je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Et surtout que j'avais l'impression aussi que je devais décevoir. Il y avait la sensation de décevoir, de savoir que tu vas décevoir. Parce que, comme je disais, j'ai mon oncle chez qui j'ai grandi. C'est un oncle qui m'a... Pour moi, c'est un oncle que j'aime beaucoup. Donc, quand je reste vraiment, moi, je dis tout que voici mon père. Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné, c'est lui qui m'a permis de faire tellement de choses, qui m'a donné tellement d'amour. Donc, il m'a fait savoir que voici un père. Donc, j'ai tellement aimé mon oncle que
je savais que être enceinte comme ça allait le décevoir. Parce que c'était pas ce qu'il attendait. Pour lui, bon, il fallait être, c'était même pas pour lui, c'est que normalement dans le cadre des choses, processus des choses, on se marie et après, on fait ses enfants. Donc je savais que il allait être déçu. Du coup, j'imaginais des scénarios terribles dans ma tête. Donc, j'imaginais les pires scénarios quand j'allais lui annoncer ça. J'imaginais qu'il allait dire que peut-être il ne parle plus. J'imaginais qu'il n'allait plus, donc j'imaginais tellement de choses. Surtout que j'avais déjà vu que des trucs comme ça étaient arrivés et les réactions n'étaient pas toujours positives. Donc, moi, j'imaginais que moi, alors qui suis considérée comme sa fille et tout, qui sa fille et tout, ça allait être tellement... Il allait mal le prendre. Et je crois que ça a été aussi l'une des choses qui a fait que les 3 premiers mois, j'ai pas accepté. C'est que rien que le fait d'imaginer sa réaction faisait que je disais que ça ne peut pas être possible. Rien que le fait d'imaginer ce qu'il aurait pensé dès que je lui aurais dit faisait que pour moi, je disais que non, c'est pas possible. Ça ne peut pas parce que vraiment, quand j'imagine tous les scénarios possibles, j'imagine qu'il ne me parle plus, j'imagine qu'il m'évite, j'imagine tout ce qui va être dit, etc. et tout. Donc, rien que faisait ça, je me disais que, gars, bêta, non. Je ne sois pas enceinte. Donc, c'était ça dans ma tête. Donc, ça a été ce processus-là. Les 3 premiers mois étaient vraiment ce processus de déni, ce processus de peur. J'avais tellement peur que je faisais des cauchemars. Je me réveillais. Il y avait les moments où je me mettais même peut-être, je pars aux toilettes. J'ai l'impression qu'à un moment, je ne suis plus là, en fait. Comme si... Donc, j'avais tellement peur. Je ne suis pas sûre que j'ai eu un moment de ma vie où j'ai eu aussi peur. J'avais une peur qui m'habitait, qui faisait qu'au moment, j'avais l'impression que soit mon corps avait quitté, comme si je n'étais plus là. Et il fallait du temps, il me fallait peut-être 31 heures pour revenir à moi, pour dire, hey, je suis là, il faut que je me lève des toilettes. Donc ça a été vraiment une période de ces 3 premiers mois de période qui était très... Et là, la peur, c'était la peur du regard de l'autre, pas une peur d'être maman. Le truc, c'est que ça se mélangeait. Ça se mélangeait parce qu'il y avait la peur du regard de l'autre. Il y avait aussi tout ce que tu voyais que tu n'allais plus pouvoir faire. Tu vois, dans tout ce processus, c'était pas que l'enfant, en fait, était elle le problème parce que forcément, je l'ai toujours aimé. Mais il y avait que toi, tu vois, tout ce que tu étais en train de vouloir, en train de construire. Tu te dis, c'était le moment de ma vie que j'avais choisi pour savoir qui je suis, pour découvrir tout ce que je peux faire. Maintenant, je me retrouve directement à la charge de notre être humain. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de savoir réellement tout ce que je peux inculquer, tout ce que je peux donner. Et je me retrouve déjà avec quelqu'un à qui je dois donner. Comment je gère ça? Donc, ça fait qu'il y avait cette peur-là, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que cette peur était aussi profonde que celle de l'autre. J'avais plus peur parce que c'est elle qui réussissait à me paralyser complètement. Et au milieu de tout ça, les malaises, tu n'as pas connu de malaise au début de grossesse, entre les nausées, vomis, fatigue? Je crois que le corps humain est bizarre. C'est qu'il te fait tellement, tu peux avoir peur de quelque chose que tu ne vis pas. En fait, ça. Donc, tu peux tellement avoir peur d'une chose que tu réussis à vivre comme si, effectivement, tu allais te réveiller. Parce que la seule chose qui m'a menacée au début, c'était le sommeil. C'était le sommeil. J'avais tellement sommeil. Je dormais partout. Je dormais partout. Oui, je me rappelle, je pars même au restaurant après un moment. Je dis que je pousse un peu mon plat. Je me rappelle, j'étais venue ici à Tchopéamo. À un moment, je reste, je dis que j'avais tellement sommeil. J'étais comme ça là, je dis que mince, j'ai poussé là. Faut dormir un peu. J'ai dormi sur la télé, si on prend même mon poste de mon nez. Et là, tu étais toute seule? Non, c'est vrai que je n'étais pas toute seule, mais j'avais tellement sommeil. Donc, je n'arrivais pas à contrôler le sommeil. C'est que dès que à un moment, j'ai en train de faire un truc, je me suis endormie. À quel moment est-ce que finalement tu acceptes la situation? Je crois que j'ai accepté la situation. Je crois que j'ai accepté la situation après peut-être que j'ai eu à discuter. C'est après que j'ai eu à annoncer ça à mon oncle en fait. Je crois que ça a été un peu la première libération. C'est quand j'ai pu le lui annoncer. J'ai pu le lui annoncer parce que
Je lui avais annoncé ça quand j'étais à 6-7 mois comme ça. 6 mois? Oui, 7 6-7 mois. mois comme ça. 6. Et j'imagine qu'à ce moment, le ventre n'était pas sorti. Oui, le ventre n'était pas sorti. Parce que le ventre était placé. Je crois que c'est après 7 mois-là que ça a commencé à prendre du volume. Mais à ce moment-là, peut-être qu'aussi c'était ma première grossesse. Oui, mais je pense que les médecins expliquent souvent ça par le déni, en fait. Le déni de grossesse, j'ai eu un cas comme ça sur la main. C'est que tu es enceinte, tu ne fais aucun symptôme justement de la grossesse. Non, mais sauf que le déni de grossesse, c'est qu'elles ne savent même pas. Moi, je savais quand même. Déni, c'était un déni volontaire. C'était pas comme... Souvent, le déni est inconscient. Oui. Moi, c'était beaucoup plus volontaire parce que tellement je ne voulais pas de cette situation que je n'arrivais pas à accepter. Donc, ce qui fait que c'est quand j'ai eu j'étais à 6 mois. Parce qu'il faut avouer, même, je crois que presque tout ce qu'on me donnait à l'hôpital, là, je prenais pas. Je crois que j'ai pas pris. Sérieusement, on me donnait les faits, je crois que j'ai pas pris. J'ai pas vraiment pris de faire. J'ai pas pris ces faits acides ou quoi. Acides, je prenais souvent, après peut-être une fois tous les 4 jours. Ah, ça. Je prenais souvent le fait. Mais là, c'était quoi? Quelle était la motivation derrière? Je sais pas trop. Je sais pas vraiment. Tu t'étais pas encore retrouvée? Oui, le truc, c'est que je ne sais pas. Je peux pas expliquer la raison. Je peux pas dire à quelqu'un que voilà la raison. Je sais juste que je le faisais pas. C'est juste que je faisais pas ça. Et quand tu parles finalement à ton oncle, comment est-ce qu'il réagit? En fait, le truc, c'est que quand je lui en ai parlé, il n'a pas réagi comme je lui dis, j'espérais qu'il réagisse. Les pires scénarios ne se sont pas reproduits finalement. En fait, les pires scénarios ne se... C'est que ce qui m'avait tellement fait, c'est que la première, quand je vivais à la maison, il y avait mon aînée, ma cousine, qui était tombée enceinte à la maison, tu vois. Et ça l'avait tout le monde déçu, tu vois, non. Ça l'avait tout le monde déçu que elle était juste là pour un temps. Donc, elle venait juste en vacances. Elle voulait faire son stage et tout, ça l'avait un peu déçu. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, moi qui en plus suis sa fille, donc celle qui est vécue là, contrairement à l'autre qui n'a fait que quelques temps, comment est-ce que ça va se passer? Ça va être sûrement pire que ça. Mais, sauf que quand je lui en ai parlé, il n'y a pas eu cette réaction aussi négative que j'espérais. Il a été plutôt réconfortant en fait. Wow. Il a été réconfortant, il m'a juste dit que ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit beaucoup de courage. Il faut savoir que ça demande beaucoup de courage. Ouais. Il m'avait dit beaucoup de courage. Je sais que ça sera pas facile, mais il faut savoir que c'est beaucoup de courage. Et je crois que ça a été une sorte de libération pour moi. Ça a été une sorte de libération qui me suis dit, oh enfin, il y a eu comme je n'avais plus la peur, je n'étais plus paralysée, je n'avais plus tout ça en fait. Tout ça, comme tout d'un coup, ça a disparu, ça s'est évaporé. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à accepter petit à petit qu'au final, dans quelques mois, je serai maman. Donc c'est là où j'ai commencé à accepter. Parce qu'avant, même quand je partais, on faisait les échos. Parce que je faisais les échos. Chaque mois, quand je venais, il faisait une écho. Chaque fois, quand je venais, on faisait l'écho. C'était émouvant le moment où tu voyais. Mais après, il y avait ça qui reprenait le dessus. C'était émouvant le moment où le médecin dit que... Tu as vu la tête. Tu ne vois même pas. Regarde le bébé. Regarde son pied. Le truc, c'est que tu ne vois même pas ce qu'on est en train de dire. Moi, je vois rien. Je vois juste un truc noir. On te dit que voilà sa tête. Tu ne vois pas, tu vois un truc qui est rond comme ça dans un utérus, on te dit que voilà, une forme, on te dit que voilà la tête, tu dis que bah. Ouais, c'est pas trop. On comprend que l'émotion avait pris le dessus parce que. Tu dis que bah. Ok. C'est un être humain. Donc... Et quand tu acceptes finalement la grossesse, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que j'imagine que partir dans ses pensées, se cacher et dire non, je ne suis pas enceinte, je ne veux pas être enceinte, ça a pris quand même un bon moment. 6 mois, 7 mois. Qu'est-ce que tu mets en place comme processus pour te refaire? Déjà pour accepter le bébé, pour que le bébé se sente accepté, parce qu'il faut dire que c'est une communion. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Il faut dire que
J'étais dans le groupe de Lucie d'une amie qui s'appelle Maternité Positive Mnyenge. J'étais entrée dedans dans son projet parce que je voulais j'étais avec d'autres femmes. C'était un groupe de maternité, de parentalité positive, de maternité positive. Donc, il y avait d'autres femmes qui discutaient tout. Je crois que pendant les 6 premiers mois, j'étais là, mais je ne discutais pas du tout. Je ne discutais pas du tout. Et elle me disait que les femmes disaient qu'il faut sentir une certaine connexion avec l'enfant. Elle parlait de connexion, que quand je reste, je dis que connexion là, c'est encore quelle connexion? On dit qu'il y a une connexion. Et surtout que quand j'étais là, quand je suis arrivée à 5 mois, elles me disent que mon bébé bouge depuis, tu vois, 6 mois, tu n'as même jamais senti ton bébé bouger. Mais les gens sont en train de te dire que mon bébé bouge, elle tape les coups, elle me donne les coups. Tu dis que, ok. Pourquoi aux 6 mois, on ne donne pas les cours et tout? Ou je n'ai jamais pris peut-être le temps de me connecter et de ressentir aussi les coups qu'un enfant peut donner. Parce que les femmes disaient qu'à partir de 4 mois, tu ressens déjà. Moi, j'avais rien ressenti du tout. Et je suis allée maintenant, quand je suis allée à ma l'échographie de 6 mois, je dis que je ne sens pas l'enfant. On me dit qu'il faut que l'enfant bouge, qu'elle te donne les coups, mais je ne sens rien. Il me dit que non, ton bébé est un bébé très calme. C'est ce que le médecin me dit, non, que j'ai un bébé qui est calme. Je dis, ok. Elle avait dit que j'ai un bébé qui est calme. Si elle va bien, elle est juste calme. Mais je crois que c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à discuter avec elle, avec les femmes et tout, que j'ai commencé à dire que, oui, bon, j'ai commencé à dire ok, il faut aussi que Lucie me donnait des trucs. Elle m'a dit que il faut que chaque soir je commence à parler au bébé, à lui dire des choses et tout. J'avoue, si l'autre paresse de faire ça, je dis qu'il faut encore que je m'asseye, je parle à quelqu'un qui n'existe pas, ou qu'il faut que... Bref, je ne parlais pas. Même un mec a me donné un cahier, elle a dit qu'il faut que je remplisse chaque jour j'écris et que je lui revienne. Je ne suis jamais revenue. Elle te regarde. Non, je ne suis jamais revenue, mais quand même le fait de discuter avec d'autres femmes, le fait de discuter, il y a aussi le fait que quand tu es dans un groupe, quand tu gères, parce que j'ai un groupe comme la Facebook qui s'appelle Parents 2.0 où on discute de parentalité et tout. Quand tu es dans un groupe comme ça, c'est toi qui crées du contenu. Et tu dois créer du contenu au début, je créais à partir de l'expérience des autres. Mais quand je suis dans ce groupe, pendant mes 6 mois, le groupe continue à exister, je continue à l'animer. Et il faut que je l'anime avec maintenant mon propre contenu à moi. Il faut que je puisse être capable de placer des mots sur ce qui m'arrive, de pouvoir dire que voilà. Et j'essayais de partager ça aussi avec les autres dans le groupe. Je ne leur disais pas forcément que j'enseigne, mais j'essayais d'avoir plein de personnes qui finissaient par deviner, parce que quand tu vas dire un ensemble de choses, beaucoup de personnes vont deviner. Donc, c'est ce processus de création de contenu, ce groupe-là qui m'ont fait me dire que, de toute manière, si tu n'acceptes pas, que tu acceptes ou pas, tu es assis, il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus moyen que les 3 mois sont passés. Les 3 mois où tu comptais sont passés. Tu es déjà à 6 mois. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas de toute manière. Le bébé est là. Elle est là, elle va se Et il faut faire une layette. Il faut créer un cadre convivial pour elle. Moi, la layette, je l'ai fait à 8 mois. Wow. J'ai fait ma layette à 8 mois, presque à la fin de la grossesse. Ce qui fait que même je n'ai pas acheté, j'ai acheté. Je me suis retrouvée, même l'habit où elle est née, ça suffisait même pas le jour où elle est née, c'était tellement petit. L'habit, je ne savais pas quel était le mois, donc quand je suis arrivée, j'étais fatiguée. Quand je suis arrivée à la boutique, j'étais fatiguée. Ce que la dame proposait, je n'avais pas le temps de regarder c'est beau, c'est pas beau. Ce qu'elle proposait seulement, elle lançait seulement. Je disais que, il faut que... Et surtout que moi, j'avais eu l'occasion de rédiger un article sur... oui, comment préparer sa layette. Oui, pour préparer sa layette. Donc, j'avais juste la liste. Elle mettait seulement, je n'avais pas le temps de dire c'est beau, c'est pas beau. J'étais très fatiguée quand j'ai fait la layette. J'étais déjà presque à terme. Donc, il y a eu tout ça. Il y a eu aussi que je m'attendais à avoir un petit bébé. En fait, je m'attendais à avoir un petit bébé parce que je me disais que je suis petite de corps. J'ai toujours vu les gens naître avec les petits bébés et tout. Et quand je suis peut-être à 7 mois et demi, on me dit que le bébé est déjà à 3,05. Je dis que ok. Wow. J'étais peut-être à 7 mois, 8 mois. Après, oui, au 8e mois, je dis. Dès que je suis arrivée, je n'arrivais pas à lire. Parce que moi, j'ai vu 2, 3, quelque chose, 0,5, quelque chose. Je n'arrivais pas à lire. J'ai demandé à Lucie que ça veut dire quoi?
En fait, j'ai l'impression que c'est 3,05 parce qu'elle m'avait dit que... À 7 mois et demi? 8 mois quand même, 8 mois. Elle me disait que non, comme tu vois, parce qu'elle m'avait dit que je vais avoir, comme le médecin m'avait dit au début que j'ai un petit bébé. La gynécologue m'avait dit que j'ai un petit bébé, donc je disais que non, j'aurai mon bébé de 2,9 là, donc ça va m'éviter beaucoup de... Tracasserie. Surtout que je suis petite, je dis que je suis petite parce que quand j'ai commencé ma grossesse, j'avais 45 kilos. Hein. J'avais 45 kilos. C'est vrai qu'après, ça m'a fait, j'ai pris le poids de manière exponentielle. À la dernière minute. À la dernière minute. Mais j'avais 45 kilos. Quand j'étais à 3 mois, j'étais à 48 kilos. Donc, je m'attendais à avoir forcément un tout petit bébé parce que j'estimais que j'étais petite de corps. Donc, un petit bébé, ça allait m'aller. Et finalement, elle est arrivée à combien de kilos? Elle est arrivée à 3,5. Wow. Elle est arrivée à 3,5. Mais tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé, bon, à part les déchirures, mais bon. Mais je sais pas, parce que sérieusement, j'ai passé presque une journée de contraction. J'ai commencé à contracter. Je suis allée à l'hôpital à 22h29, c'était le 29. Non, le 28. Et j'ai accouché le 30. Donc, j'ai passé en fait toute la nuit, toute la journée à l'hôpital. Parce que quand je suis arrivée, ils ont une fois percé la poche des os parce qu'elle n'était pas percée, en espérant que ça allait accélérer. Surtout que la veille, on avait déjà fait ce qu'on fait là, c'est quoi là, le décollement placentaire. Là. Donc, je m'attendais à ne pas durer. Et surtout que j'étais à l'hôpital, un hôpital où on te laisse seul. Donc, tu es seul dans la salle. Et la salle est petite. Et on te dit que tu ne peux pas sortir de cette salle même pour aller marcher. Comme marcher. Non, on te dit que si tu fais là, tu restes là. Si ça fait mal, tu arrêtes. Tu arrêtes le truc de la perfusion là. Tu arrêtes. Si ça fait mal, tu vois les salles comme ça. Tu vois tout de là. Donc, c'est-à-dire que tu n'as que comme ça pour marcher. Tu peux même encore devenir folle. Tu n'as que ça. Tu n'as que les salles. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, en général, les femmes, lorsqu'elles passent par l'épreuve de l'accouchement, on ne dit jamais que ça s'est bien passé. Non, mais tu sais, bien passé, pour moi, bien passé, ça aurait été d'avoir quelqu'un à mes côtés. Parce que moi, j'aurais espéré qu'il y aurait eu quelqu'un. Tu vois, il y aurait eu quelqu'un qui soit à mes côtés. Mais là, c'était pas possible parce que, c'était, je sais pas c'est pour la raison. Tu sais aussi, quand tu arrives, il y a beaucoup de choses dont tu peux plus forcément savoir pourquoi. Mais tu sais juste que tu es là, en fait, seul. Tu n'as pas de contact avec elle. Et surtout, comme je dis, je suis arrivée la veille et j'ai accouché le lendemain, il était 21h. Donc, tu imagines que ça veut dire que de 22h à 21h, j'étais dans une salle. Et une petite salle seule. Ce qui fait que c'est quand j'avais faim comme ça que je pouvais dire que je demandais qu'on appelle quelqu'un qui peut acheter quelque chose, qui vient et qui me donne. Et on disait que je ne vais pas manger beaucoup parce que pour éviter de faire les sels, beaucoup de sel. Oui. Donc, c'est fait que on a provoqué parce que j'étais toujours à 3 doigts, on avait beau mettre les comprimés et tout, j'étais toujours à 3 doigts, je ne bougeais pas. À un moment, on m'a dit que bon, on a déjà percé la poche des os. Donc, c'est pas l'enfant n'est plus dans ce cocon-là. Donc, normalement, c'est 48 heures et tout. Donc, il faut que l'enfant naisse. Donc, on m'a injecté. Donc, on m'a injecté peut-être à 19h. Et à 21h45, j'avais accouché. Wow. Donc, et la petite est née. Elle est née. Et Kevin est devenu maman. Et toutes les peurs se sont dissipées. Il y avait plus, je suis pas enceinte, je peux pas être enceinte. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. C'est vrai que c'est une période qui est très, mais qui t'enseigne aussi. Et justement, parlant d'enseignement, j'imagine que beaucoup de personnes qui regardent ce programme ont envie de savoir qu'est-ce que tu peux leur dire à celles, par exemple, qui se retrouvent dans un état où elles sont enceintes, où elles n'osent pas affronter les gens, ou alors elles se remettent en question sur ce qu'elles vont devenir. Qu'est-ce que tu peux leur dire à partir de l'expérience que tu as vécue et des leçons que tu as tirées? Tu sais, quand tu es enceinte, moi, je pensais que ma vie s'était arrêtée, en fait. J'avais l'impression que ma vie s'était arrêtée. J'avais l'impression qu'après, je ne serais plus rien, je ne pourrais plus rien faire. Donc, j'avais l'impression qu'après ça, juste quand on avait besoin de me dire que mais tu es enceinte, tu ne sais pas comme si c'était la fin du monde. Mais pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Oui, pour moi, c'était la fin du monde. J'avais l'impression qu'après ça,
je ne serais plus pareil, je ne pourrais plus, je serais même, j'avais l'impression qu'il y avait une vie qui s'arrêtait, comme si ma vie s'arrêtait, comme si après, quand j'aurais accouché, je n'aurais plus de vie. Ma vie serait arrêtée, je serais plus quelqu'une. Oui. Donc, et je le pensais jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, j'ai toujours pensé que j'avais toujours peur. Je me disais toujours que sûrement, après ça, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je vais devenir? Il y avait tellement d'interrogations. Et c'est quand... Et en même temps, j'essayais de faire des activités parce que j'avais toujours le magazine que j'ai géré. Et j'essayais toujours je faisais tellement de trucs, tellement de choses parce que j'ai remarqué que je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'arrive pas, ça c'est un truc que je reconnais, je n'arrive pas à rester sans rien faire. Quand je reste sans rien faire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent. Comme s'il y avait une course, comme si en fait, quand j'arrête, les choses continuent. Et toi, tu restes derrière. Et moi, je reste, oui, comme si à un moment, j'étais en train de mettre en stand-by, mais toi, était toujours en train de courir, je ne courais pas là. Je ne partais pas, en fait. Comme si donc, ça fait que je continuais toujours à mener des activités parce que je crois que jusqu'à mon dernier mois, j'avais même organisé le pique-nique. Oui, des familles, je me souviens. Et puis, il y avait la séance photo. J'ai dit, mince, comment elle fait? Avec le ventre, coordonner la séance, appeler les gens. Oui, parce que jusqu'à la dernière séance, je crois que le jour où j'ai accouché, l'équipe était en train d'organiser la deuxième. Le jour même où j'étais en train d'organiser la deuxième. Parce que, effectivement, même à la fin, j'étais toujours en train d'organiser les choses. Et c'est même ce qui m'est arrivé. Même quand j'ai accouché, à l'hôpital, j'ai toujours en train de faire les choses. Avec ton ordi. Alors, on parlait justement des leçons que tu as tirées de cette expérience. Et si on commençait par le début, imaginons qu'on est là une jeune fille qui regarde l'émission, qui se retrouve enceinte et qui n'assume pas, qui n'accepte pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Parce qu'on a soulevé deux problèmes. Affronter le regard des autres, surtout des proches parents. Et le deuxième problème, c'est voir sa vie défiler sans avoir l'impression de rater quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à cette fille? Moi, la première des choses que je dirais, c'est que moi, je me dis toujours que je me dis qu'il faut vivre chacun des moments. La chose que je peux dire, c'est qu'il faut vivre chacun des moments, en fait. Il faut pouvoir apprendre à vivre le moment présent. Tu vois un peu, vivre le moment présent. Parce que aujourd'hui, quand j'ai ma fille, je me dis, il y a tellement de choses que j'ai pas vécues pendant la grossesse parce que j'avais peur, parce que je ne vivais pas, en fait. Je ne vivais pas. Par exemple, je vois les femmes qui font ci, qui font leur ventre, qui touchent leur ventre, qui font plein de choses et tout et tout. Tu vois, elles font des souvenirs, plein de choses. Et après, tu te rends compte que, mince, ce moment-là est passé, j'ai déjà accouché. J'aurais pu, le temps où je suis passée paralysée, j'aurais pu vivre ce moment-là parce que c'est une expérience unique. Tu vas pas la vivre chaque jour, c'est 9 mois que tu vis et tu vas pas vivre ça chaque année. C'est une expérience unique. Ensuite, c'est ta première grossesse, donc tu dois pouvoir vivre, prendre le temps, malgré même quand tu as peur et tout, prendre le temps de se dire que ce moment, je vais le vivre qu'une fois. On sera enceinte pour la première fois, une fois. C'est vrai qu'après, il y aura d'autres grossesses, mais la première, ce sera une fois. Donc, il faut prendre le temps de vivre chaque moment, d'apprécier chaque moment et se dire que parfois, c'est nous qui avons plus peur que ce qui... En fait, parfois, on imagine plus des cauchemars, on fait plus des cauchemars, des choses qui arrivent, que les choses qui arrivent même elles-mêmes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que parfois, on imagine que la situation sera tellement pire. Pourtant, en fait, lorsque elle est là, elle n'est pas si grave. C'est pas si grave, en fait. On a tellement passé le temps à être paralysé pour quelque chose qui, en fait, lorsque c'est pas si grave. Donc, moi, je pense que c'est premièrement ça, c'est que se dire que les choses ne sont pas si graves qu'on ne le pense, qu'on ne l'imagine. Elles ne sont pas si graves que ça. Et il vaut mieux prendre le temps de vivre ce moment-là. Parce que après, ça passe. Après, ça passe. Après, c'est une autre étape. Hein. Après, on ne sera plus enceinte où on avait la pousse. Maintenant, on a quelqu'un là que... On le veuille ou pas, elle est là. Donc, il faut vraiment prendre ce temps-là. Il faut se dire que les choses ne sont pas si graves qu'on l'imagine. Il y aura toujours une solution et il y aura toujours une possibilité de faire les choses. D'accord.
Très bien dit en tout cas. Et on va, avant de terminer cette émission, parler aussi aux parents. Parce qu'il faut le préciser, quand les jeunes filles en général se retrouvent dans cet état d'esprit-là, qu'elles soient autonomes financièrement ou pas, la pression vient souvent des parents. Jeunes parents ou proches parents ou pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Hier, c'était ton oncle, par exemple, par rapport à une certaine éducation de rigueur qu'il t'avait donnée. Tu as eu le fardeau que tu t'es infligé finalement toute seule. À côté de cela, de l'autre côté de l'écran, il y a peut-être des jeunes filles qui ont peur d'affronter leur maman. Il y en a qui ont peur de leur papa. Il y a toujours un grand frère super, ou une grande sœur super rigoureuse qu'on craint juste parce qu'on est enceinte. Qu'est-ce que tu peux dire à ces proches parents qui, un jour ou l'autre, devront rencontrer ce genre de situation? La première des choses que je peux dire, c'est qu'il faut pouvoir rassurer la personne qui est en face de soi. Parce que, comme je disais, parfois, quelqu'un a tellement peur de votre réaction, quelqu'un a tellement peur que vous allez mal réagir, qu'elle s'inflige elle-même une souffrance qui n'en valait pas la peine. Pourtant, si vous rassurez cette personne-là, par exemple, quand je dis, lorsqu'il m'a seulement dit ça, toute cette peur s'est évanouie. Ça veut dire que c'est la même chose avec l'enfant qui arrive. L'enfant, généralement, a tellement peur que pour certaines, ça provoque même des fausses couches. Tellement elle a peur. Il suffit juste de rassurer cette personne-là. Lorsqu'on a réussi à rassurer, à dire à cette personne-là que ce sera difficile, mais je serai là. Ce sera difficile, je serai là. Ce sera difficile, sois courageuse. C'est un processus. On est toutes passées par là. Si c'est une maman, mais ça va aller. Rien que de recevoir ces mots-là, ça enlève un fardeau, ça enlève un poids énorme. Moi, j'ai quand même envie de faire un petit commentaire. On a vu des familles où lorsqu'il y a une jeune fille qui est enceinte, c'est tout le monde qui se la met à dos. Elle est insultée, elle est méprisée, elle est abandonnée. Certains vont même juste priver cette future maman des soins médicaux ou des visites médicales, bien qu'il y ait des moyens. Mais par la suite, une fois qu'on annonce la naissance de l'enfant, c'est la fête, c'est tout le monde qui veut porter l'enfant. Quand l'enfant a 1 an, 2 ans, c'est tout le monde qui le veut en vacances ou en week-end. C'est quand même paradoxal, hein. Mais je crois que ça pousse à l'interrogation. La vie, c'est la vie. Une fois qu'elle est conçue, elle est conçue. Qu'elle soit dans les temps qu'on avait prévus ou pas, il reste que la vie est là en fait. Elle a été conçue et il faut l'entretenir. Et Dieu seul sait qu'on a besoin d'être dans un environnement propice à l'épanouissement de l'enfant pour que l'enfant naisse aussi dans de bonnes conditions. Des médecins parlent des cas de troubles de croissance ou de développement des bébés lorsqu'ils sont dans le ventre de leur maman. On assiste aussi à des accouchements des enfants autistes, juste parce que des mamans ont été traumatisées pendant la grossesse ou elles ont eu des troubles psychologiques graves dus au refus, soit d'elles-mêmes, soit de sa communauté ou de son entourage, de faire face ou d'accepter cette éventuelle grossesse. Donc, on va profiter de cette émission pour interpeller les parents, pour interpeller les futurs parents à être vraiment là où il faut et surtout à vivre l'instant présent avec une positive attitude. Parce que finalement, quand un bébé est dérangé la nuit, il pleure. Imaginons ce qu'il fait dans le ventre. Et quand une grossesse est bien vécue, je crois que la maman est à l'abri de beaucoup de malaise et à l'abri de beaucoup de maladies et de tous ces autres symptômes que le corps médical pourra vous développer. Ici, on n'est pas médecin, pas du tout. On ne partage que des expériences. Et aujourd'hui, justement, c'était l'histoire de Kevin, de maman Kevin. Oh, très belle en tout cas. Et avant de sortir de cette émission, on va quand même revenir sur ce projet louable que tu portes aujourd'hui, Famille 2.0. La newsletter, puisque c'est ce que moi je visite tout le temps, j'adore les newsletters, surtout les petites histoires qui sont racontées et les astuces que tu nous donnes pour pouvoir mieux éduquer nos enfants et vivre mieux certains phénomènes. Ok. Je disais que Famille 2.0 a cette particularité, comme je disais, c'est que on a des réponses, on essaie d'avoir des réponses scientifiques aussi, des partages d'expériences à nos propres vécus, à nos propres phénomènes. Parce que sur Internet, il y a certes beaucoup de contenu sur la maternité, mais il y a aussi beaucoup il y a notre culture. Il y a notre culture qui pèse beaucoup et qui influence nos choix en tant que maman.
Tu vois. Par exemple, on va te dire ici là que si tu es mère, tu veux le lait maternel se verse sur le sein de ton garçon, il va devenir impuissant. Ah, ça. Il y a ça, non? On te dit que si le lait entre dans les oreilles de l'enfant, ça va le rendre... Donc, il y a tellement de ces mythes, il y a un ensemble de mythes qui ne vont pas forcément trouver réponse dans les contenus produits ailleurs. Il n'y a qu'une femme qui est ici en Afrique à qui tu peux donner ce type de sujet, verser le lait maternel, etc., où elle se reconnaît. Donc, la particularité de nos sujets, c'est qu'on veut que les femmes qui sont ici en Afrique, Cameroun, se reconnaissent. Que ces questions qu'elles ont dans leur tête, qu'elles ont là, les traditions, les a priori, et à laquelle elles ne peuvent pas forcément trouver de solutions sur Internet, sur l'ensemble des contenus qui sont produits à l'étranger, qu'elles puissent avoir ce contenu-là ici. Donc, Famille 2.0, c'est donc un site internet, un magazine www.famille 2.0 où l'équipe, accompagnée par des professionnels, vont apporter des réponses. Donc, ce sera des réponses à ces questions sur la maternité, ce sera des réponses, des astuces pour les parents, ce sera de leur dire ok, si aujourd'hui là vous voulez sortir avec vos enfants, voici les endroits où vous pouvez aller ici à Douala. Donc, pour recevoir la newsletter qui est un condensé des articles qui sont rédigés chaque semaine, on peut simplement aller sur le site www.famille 2.0, il faut taper sur Google et on vous propose de vous inscrire à la newsletter. Si vous inscrivez à la newsletter, chaque semaine, vous allez pouvoir recevoir un ensemble de questions, un ensemble d'articles, de sujets. Et si vous-même, vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde, vous pouvez aussi répondre en disant que voilà ma suggestion d'article. Et aussi, les personnes peuvent laisser leur numéro parce qu'il y a la possibilité sur la newsletter de laisser son numéro et de pouvoir maintenant recevoir plutôt sur WhatsApp. Si quelqu'un n'est pas trop mail, il peut recevoir sur WhatsApp. D'accord. En tout cas, je vous invite à aller chercher Famille 2.0, à vous abonner et surtout à découvrir ces merveilleux articles qui nous aident. Et moi, je profite pour partager quelque chose que j'ai lu récemment, c'était concernant la Saint-Valentin. Et puis moi, avec ma petite fille à la maison qui dit « Maman, demain c'est la Saint-Valentin. Maman, la Saint-Valentin, ce sera la fête de l'amour. » Je dis « Mais est-ce que c'est pour toi? C'est pour les parents ?» Elle dit « Non, c'est pour tous ceux qui s'aiment. C'est pour moi, c'est pour les frères, c'est pour les tantes. » Elle me fait toute sa liste là et puis je dis « Comment est-ce que je vais faire pour expliquer à cet enfant que la Saint-Valentin, c'est amour pour deux en fait, c'est amour et reçoit. » Et c'était super difficile. Et voilà que ce matin-là, je reçois la newsletter qui dit comment parler de la Saint-Valentin à ses enfants. Et j'ai juste cliqué avec un ouf de soulagement. Et j'ai eu vraiment beaucoup plus d'assurance en fait en disant à ma fille non, la Saint-Valentin ne te concerne pas. C'est pour papa et maman, c'est pour ceux qui sont amoureux. Elle me dit non, mais j'ai mon ami tel qui a... et ça commence. Non, mais en fait, ce sujet m'est venu du fait que comme on a tellement partagé la Saint-Valentin, les gens m'ont dit que la Saint-Valentin, c'est la fête des amis, c'est la fête des... Mais la réalité est que beaucoup de jeunes avaient les crushs, avaient les amoureux. Et ça commence très tôt, 3 ans, 4 ans. Et tu vois, même ça n'arrivait à un stade où une adolescente reste, si elle ne reçoit pas le cadeau de la Saint-Valentin de quelqu'un, elle ne se sent pas exister. Genre, la Saint-Valentin, il faut absolument qu'il y ait un cadeau, il faut absolument que... Donc, ça arrive au stade où je me suis dit, ah tiens, il faut attirer l'attention. Il faut attirer l'attention. Il y a cette Saint-Valentin, c'est vrai qu'on veut dire fête de l'amour, amis et tout, mais c'est aussi une fête où il y a beaucoup de dérives. C'est même ce jour-là que les jeunes gars disent qu'il faut me prouver ton amour aujourd'hui, première fois. Non, c'est souvent ça avec les adolescents. C'est beaucoup d'adolescents. C'est pour rien qu'après, il y a beaucoup de grossesse. Il y a les filles qui sont jeunes filles parce qu'on dit que c'est le jour-là qu'il faut prouver l'amour. C'est le jour qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à cet article-là. Waouh! Et vous comprendrez donc que si vous allez sur ce site, vous ne serez pas déçus. Ça, c'était juste une parenthèse. Une petite parenthèse, une belle bise en bouche. Allez sur le site, découvrez Famille 2.0 et pour ceux qui le connaissent déjà, le site, n'hésitez pas à partager avec quelqu'un autour de vous. Et nous, tout ce qui nous reste à dire, c'est merci, un grand merci à maman Kevin pour avoir partagé cette histoire, parce qu'il faut dire, on ne souffre pas comme ça sur des sujets assez personnels tout le temps, surtout quand on sait qu'on est connu. Maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup qui vont dire, ah, mais je me disais bien que, vraiment merci pour cette audace. Donc, de toute manière, moi-même, ça a été une sorte aussi de thérapie. Parce que, en fait, j'ai pas souvent pu mettre les mots.
Parce qu'à chaque fois, je me disais toujours que quand tu vas dire ça, on va toujours te dire que non, tu es ci, ça, tu es censé représenter ceci, etc. Mais après, je me dis, bah, je suis un être humain. Et si mettre les mots sur ce que je n'arrivais pas à dire, moi aussi, c'est une sorte de libération, en fait. Merci. Une sorte de libération. Wow. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'être passé par ici et j'espère qu'on te recevra, pourquoi pas, une prochaine fois pour un autre sujet, pour une autre histoire aussi lourde et avec une victoire palpitante comme l'arrivée de ta petite que j'aime beaucoup. Son prénom alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le trouve assez original quand même. Vraiment merci et on te souhaite bon vent de vivre une maternité positive et de belles autres expériences parce que ce n'est que le début en tout cas. On te le souhaite. Ah, ça? On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont regardé cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire. N'attendez pas d'être super coach, d'être thérapeute, d'être au sommet de votre existence pour venir partager un bout de votre expérience parce que finalement, tous on apprend. Et comme Kevin l'a dit, c'est aussi une thérapie de mettre des mots sur ces mots. Et qui sait, peut-être la prochaine édition sera la vôtre et vous serez assis exactement là, en face de moi et nous allons inspirer et motiver le monde à notre façon. Merci à tous, merci à ceux qui partagent, merci à la grande équipe technique derrière la réalisation de cette émission. Merci à Glow Studios qui nous abrite et qui fait toute la magie derrière cette production. On se retrouve très bientôt.